Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de sang avec le docteur Laurent Hugo, médecin biologiste. Bonjour docteur Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, qu'est-ce qu'une prise de sang, s'il vous plaît ? Alors, la prise de sang, c'est un acte médical qui, comme son nom l'indique, permet le prélèvement de sang pour l'analyser. Le but, le plus souvent, c'est de faire un diagnostic ou de surveiller un traitement, par exemple. Alors, quels sont vos conseils pour bien préparer une prise de sang ? Est-ce qu'il faut être systématiquement à jeun ? Alors, dans la majorité des cas, il n'y a rien à préparer. Effectivement, la plus grande subtilité, c'est de savoir s'il faut être à jeun ou non. Et non, ce n'est pas systématique. Alors, lorsque l'on dose, par exemple, le sucre dans le sang, la glycémie, il ne faut pas qu'on retrouve le sucre du petit déjeuner, donc il faut être à jeun. C'est pareil pour le cholestérol, par exemple, mais ce n'est pas le cas pour des sérologies virales. Alors, est-ce que c'est douloureux une prise de sang ? Parce que certains vraiment peuvent être plus sensibles. Donc, est-ce que par exemple, on peut appliquer de l'EMLA avant la prise de sang pour avoir moins mal, et notamment chez les enfants ? Alors, une prise de sang, c'est pas douloureux en soi. C'est essentiellement de l'appréhension. C'est pour ça que c'est les enfants que c'est le plus compliqué, mais aussi chez certains adultes. Donc les crèmes anesthésiantes, c'est très efficace, ça marche très bien. Il faut, pour les enfants par exemple, on en met au pli du coude. C'est bien d'en mettre sur les deux bras avant de venir au laboratoire, comme ça on a toujours le choix du meilleur bras pour faire notre prélèvement. Et on peut l'appliquer 30 minutes avant de venir au laboratoire et ça reste efficace tant qu'elle est en place. Comment déstresser quand nous avons peur des piqûres juste avant de se faire piquer ? Donc, le plus efficace, c'est de discuter avec le patient. L'acte de prélèvement, le temps où l'aiguille est dans la veine, ça dure moins d'une minute, donc c'est assez rapide. On parle de ce qui est prévu dans la journée, le week-end ou les vacances. Il y a aussi des patients qui préfèrent par exemple écouter de la musique. Nous, ça ne nous dérange pas, on les laisse dans leur monde. Et c'est vraiment de l'appréhension parce qu'il y a des patients au départ très angoissés et avec qui on est rentré dans une relation de confiance à force de venir au laboratoire et qui appréhendent de moins en moins, voire plus du tout, quand c'est toujours le même contexte, le même préleveur. Ils ont confiance et ça se passe de mieux en mieux. Merci. Alors, comment se déroule une prise de sang ? Alors quand un patient arrive au laboratoire, il y a tout d'abord l'enregistrement du dossier. Alors c'est pas la prise de sang en elle-même, mais on peut déjà recueillir des informations médicales qui sont nécessaires. Ensuite, il y a bien sûr la prise de sang qui est réalisée par un technicien de laboratoire, un infirmier, infirmière ou un biologiste. Donc on revérifie une nouvelle fois l'identité du patient, on précise le motif de la prise de sang, on se désinfecte les mains et également l'endroit où on va faire le prélèvement. On met en général en place un garrot, c'est ce qui permet de faire ressortir les veines. On pique, on enlève le garrot et ensuite on passe les tubes l'un après l'autre. Donc ce sont les tubes qui sont sous vide et qui aspirent le sang. Et enfin on peut enlever l'aiguille, on met en place un pansement et le pansement on le garde une dizaine de minutes, ça suffit. Alors que recherchons-nous dans une prise de sang classique, la prise de sang vraiment de première intention ? Alors il y a des bilans, c'est vrai, qui reviennent très souvent. On peut parler par exemple de la NFS, ça veut dire numération formule sanguine. Et ça, c'est le compte en fait des globules rouges, globules blancs et plaquettes, et d'autres paramètres qui sont rattachés. Et on va faire dans cette analyse attention aux anomalies quantitatives. Est-ce qu'on a trop de globules blancs, pas assez de globules rouges ? Et on va également vérifier s'il n'y a pas des cellules anormales qui sont associées à ces anomalies quantitatives. Et dans ces cas-là, on peut même évoquer parfois des hémopathies, donc des maladies du sang. Donc juste avec cet examen de première attention qui est la NFS. Pour les 3 lignées donc, les plus importantes, quelles sont les valeurs normales ? Alors par exemple, pour ce qui concerne les globules rouges, on s'attache souvent à l'hémoglobine. Et donc c'est quand l'hémoglobine est trop basse qu'on parle d'anémie. Et trop basse, c'est toujours par rapport à un état. Donc quelle est la norme pour un enfant, un adulte, un homme, une femme, être enceinte ou pas ? Mais globalement, une hémoglobine inférieure à 10 grammes, c'est une anémie. Il n'y a pas d'autre choix. Pour les globules blancs, par exemple, un des paramètres importants, c'est les polynucléaires neutrophiles. C'est un type de globule blanc. Lui, il doit être vraiment supérieur à 1500 gigas par litre.
On a également, par exemple, les plaquettes où on va faire attention à des taux inférieurs à 150 giga par litre ou supérieurs à 450 giga par litre. Merci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc, il y a la ferritine. Oui, tout à fait. Donc, la ferritine, c'est une protéine qui est le reflet des réserves en fer, ce qui est différent en fait du fer sérique, qui est vraiment la concentration en fer dans la circulation sanguine. Donc, on peut très bien avoir, c'est assez rare, mais un fer sérique normal, mais des réserves effondrées si on est au début de quelque chose. Donc, c'est vraiment la ferritine qui va faire le statut sur les réserves en fer et dire si on a par exemple une anémie, donc une hémoglobine inférieure à 10, si elle est d'origine d'une carence martiale par un défaut de réserve en fer, donc avec cette ferritine qui serait effondrée. Maintenant, on peut aussi rechercher, donc faire un bilan inflammatoire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder dans le cas d'un bilan inflammatoire? Donc le bilan inflammatoire va aider en fait dans le sang à avoir le retentissement de l'organisme à une infection par exemple. Et il y a différents dosages que l'on peut faire. Le plus fréquent c'est la PCR, c'est la protéine C réactive. Et celle-ci en fait elle va s'élever en parallèle d'une fièvre par exemple. Elle doit être classiquement inférieure à 5. Si on a une très très grosse grippe, ça peut monter à plus de 100 par exemple. C'est utile aussi pour différencier ce qui peut être une infection d'origine bactérienne d'une infection d'origine virale, où en général, à part la grippe que je viens d'énoncer, les infections virales ne décollent pas trop en CRP. Et je pense ça notamment en pédiatrie. Donc chez les enfants qui font un peu de fièvre, un des tests qu'on est amené à pratiquer, donc c'est la PCR, pour voir si on part plutôt sur quelque chose de bactérien pour lequel il va falloir prescrire des antibiotiques et avoir un suivi un peu plus rapproché, ou quelque chose de viral où il faut patienter avec des antipyrétiques. Et d'ailleurs, cette PCR pour les enfants, elle existe sur un prélèvement capillaire, donc au doigt, comme si on faisait un dextro pour des suivis diabétiques. On a ce matériel au laboratoire, donc on peut l'utiliser pour éviter une prise de sang chez les vraiment très très petits. Merci beaucoup. Maintenant, pour la glycémie. Donc la glycémie, c'est également une analyse assez standard dans les bilans biologiques. Donc la glycémie à jeun, comme on l'a évoqué au début de l'entretien. Et si jamais on n'est pas à jeun, on peut quand même la faire ou pas du tout? Nous, on peut toujours réaliser, mais vraiment, on va perdre le but, qui est le but diagnostique. Comme je disais, si on n'est pas à jeun, même si on a bu une boisson sucrée quelques minutes avant le prélèvement, ça va très très vite, l'assimilation du sucre dans le sang. On va très rapidement le retrouver, donc ce que l'on va doser, donc la glycémie, ça va être essentiellement le sucre de la boisson et pas la valeur normale à jeun. Il faut être à jeun depuis combien de temps? On dit de 10 à 12 heures de jeûne. Okay. On peut toujours boire un verre d'eau, bien sûr sans sucre ou sans crème, vraiment de l'eau le matin au réveil, il n'y a pas de problème, mais pas en très grande quantité et surtout pas de sucre. Concernant la glycémie, donc le but est de dépister le diabète, où lorsque le taux de glycémie est supérieur à 1,26 g par litre, c'est le diagnostic de diabète. Et pour le diabète de grossesse, rapidement. Ouais, rapidement. La question me vient là. Ouais. Il y a également plusieurs tests. Donc le diabète gestationnel, c'est un état diabétique qui est dépisté uniquement pendant la grossesse. Il peut ensuite découler sur un diabète qui persiste, mais en tout cas, c'est un diagnostic pendant la grossesse. On peut faire d'abord des glycémies à jeun. Ça peut être déjà suffisant pour dépister ce diabète gestationnel. Il y a pas mal de gynécos, d'obstétriciens qui aiment bien faire une autre analyse qui s'appelle un test d'hyperglycémie provoquée, où en fait les patientes arrivent à jeun, on fait une première prise de sang à jeun, on donne ensuite une solution riche en sucre à boire, et on fait 2 nouvelles prises de sang au bout de 1 heure et 2 heures. Et dans ce cas-là, pour faire le diagnostic de diabète gestationnel, il faut qu'une de ces 3 valeurs, la glycémie à jeun, celle au bout d'1 heure ou celle au bout de 2 heures, soit hors des normes. C'est un test plus précis pour vraiment dépister un diabète gestationnel, qui a de grandes conséquences pendant les grossesses. Et donc maintenant, on va parler du bilan lipidique sanguin. Qu'est-ce qu'il comprend ? Alors, le bilan lipidique complet, on va faire le dosage du cholestérol total. Et c'est sous-classes, on va dire. Donc, il y a le LDL cholestérol, qui est le mauvais, le HDL cholestérol, qui est le bon, et les triglycérides. Et donc, c'est l'ensemble que l'on dose en première attention pour un bilan lipidique complet. C'est également, donc, bien sûr, un prélèvement qu'il faut réaliser à jeun.
Le but est donc de dépister des dyslipidémies. Classiquement, on va surveiller donc sur le LDL qu'un taux soit inférieur à 1,9 g par litre. Et sur les triglycérides, il faut qu'ils soient inférieurs à 1,5 g par litre. Et pour le HDL, Alors le HDL, c'est un facteur protecteur, merci. Lorsqu'il est bien représenté, le fait d'en avoir moins, c'est pas si néfaste. C'est dommage de ne pas avoir ce facteur protecteur en plus, mais c'est pas péjoratif directement. Là, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas et qui vont très bien, qui n'ont pas plus que cela. Et je voulais préciser pour le LDL, donc c'est souvent associé à un risque cardiovasculaire. Donc les patients qui sont traités pour une hypercholestérolémie à LDL et qui ont fait par exemple des accidents cardiovasculaires, ils ont vraiment des cibles de LDL à respecter. Donc, et en fonction du risque, s'il y a un risque très important, il faut vraiment avoir un LDL très très bas. S'il y a un risque cardiovasculaire moins important, on va tolérer un LDL bas toujours, mais un peu moins. Donc il y a vraiment une stratification du risque par rapport aux objectifs du traitement. Maintenant, on va parler du bilan rénal. Alors, qu'est-ce qu'il comprend ? Donc le bilan rénal, on a surtout maintenant un dosage qui est la créatinine. Et à partir de ce dosage, on a différents calculs qui vont utiliser le résultat, plus utiliser par l'âge du patient, le poids pour certaines formules, le sexe. Et l'ensemble de ces données permet de faire un calcul et d'estimer ce qu'on appelle le DFG, qui est le débit de filtration glomérulaire. Et globalement, un DFG supérieur à 60 ml par minute, il est correct. Il y a aussi un autre paramètre qu'on utilise moins, qui s'appelle l'urée. On l'utilise moins surtout puisqu'il n'est plus remboursé par la sécurité sociale, hors certaines indications. Donc c'est vraiment pour les suivis de patients en insuffisance rénale chronique, ou en état de dénutrition, où le dosage de l'urée reste intéressante. En routine, on ne la pratique plus. On peut toujours la réaliser, mais on ne la rend plus. Maintenant, nous allons parler donc du bilan hépatique. Qu'est-ce qu'il comprend, s'il vous plaît ? Donc, il y a plusieurs enzymes dans le bilan hépatique. Il y a donc les transaminases, qu'on appelle aussi ASAT, ALAT. Il y a les gamma-GT, il y a les phosphatases alcalines, et il y a la bilirubine. Et l'ensemble de ces paramètres va permettre d'orienter, lorsqu'il y a une atteinte hépatique, vers une cytolyse, donc une destruction des cellules du foie, ou alors plutôt vers une cholestase, qui correspond à une réduction du débit de bilirubine, et donc comme un engorgement au niveau du foie. Il y a aussi un autre paramètre qui est le TP, qui lui est une valeur en pourcentage et qui donne qui est le reflet de l'activité complète du foie sans préciser cytolyse ou cholestase. Et maintenant, on va terminer par le ionogramme. Donc, qu'est-ce qu'il comprend et à quoi il sert ? Ouais, donc le ionogramme, ça va être le dosage donc, du sodium, chlore et potassium. Ça sert surtout à évaluer, on va dire d'abord, l'état d'hydratation du patient, parce que ça permet de dépister des déshydratations ou intracellulaires, extracellulaires, par exemple. Et après, pour chaque paramètre, sodium, potassium surtout, faut les surveiller de près, notamment par exemple avec certains traitements qui ont tendance à diminuer ou augmenter ces valeurs. Et c'est des paramètres très sensibles où des faibles variations vont avoir des grandes conséquences cliniques à suivre de près. Donc, on va refaire un point là en conclusion. Donc, pour un premier bilan général, qu'est-ce qu'on recherche ? Donc, qu'est-ce qu'on analyse ? NFS, ferritine, bilan inflammatoire, glycémie, bilan lipidique, bilan rénal, bilan hépatique et ionogramme. Oui, ça ressemble assez à un patient qui irait voir son médecin généraliste et qui demanderait de faire un check-up sans le bilan inflammatoire qui est quand même plus orienté lorsqu'il se passe quelque chose, type de fièvre ou d'infection. Donc, docteur Laurent, quels sont les profils de patients qui viennent régulièrement au labo ? Donc il y a des patients qui aiment bien, après 50 ou 60 ans, faire ce genre de check-up pour s'assurer que tout aille bien. Mais donc ces patients, on les voit une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Ensuite, il y a vraiment des patients qu'on voit beaucoup plus régulièrement. Il y a tous les patients qui sont en cours de traitement. Donc ça peut être par exemple des chimiothérapies, où ces patients, lorsqu'ils sont en cours de cure, ont des contrôles avant la cure pour s'assurer qu'ils peuvent bien recevoir leur traitement. D'autres patients qu'on voit souvent, c'est ceux qui ont des traitements pour fluidifier le sang
Et on n'a pas trouvé encore d'autres méthodes pour contrôler que le traitement soit bien dosé. Donc on doit faire des contrôles toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y a également des patients, les femmes enceintes, qui ont souvent des bilans mensuels à faire. Donc on les voit assez régulièrement au laboratoire. Écoutez, merci beaucoup, Dr Laurent. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.